Bonjour, bienvenue dans le podcast Rallumez vos lucioles, dans lequel les invités nous ouvrent une porte sur leur part de magie. Aujourd'hui, on reçoit René Marc-Gage, le fondateur de l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques. Il nous offre un moment hyper joli. Moi, je suis Sandra Fabry, autrice et interprète du seul en scène Rallumez les lucioles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sandra.fabry.avec2b. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Ren. Bonjour Sandra. Bienvenue à l'embouteillage. Mais c'est un bonheur. On est pas mal là, à la tienne. Santé. Béroca, je fais de la com. Hein. Toi, c'est Béroca, donc moi IPA. Voilà, tu vois, donc je suis pas à la hauteur quand même. Chacun va avec ce qui lui redonne un peu d'énergie. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es René Marc-Gage. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Ça nécessite beaucoup de temps. Mais j'aime bien, tu vois, c'est large, comme ça on voit les gens sur quoi ils aiment bien mettre l'accent, ce qu'ils trouvent important de raconter sur eux ou pas. Je suis quelqu'un profondément atypique par rapport à tout ce qui se passe sur le marché, si tu veux. Je suis un autodidacte, j'ai toujours été un autodidacte. Donc j'ai passé ma vie à saisir toutes les opportunités. Dès qu'il y avait quelque chose qui venait à moi et que je ne connaissais pas, que c'était l'inconnu, je fonçais pour apprendre. Et je me suis construit comme ça, en allant d'aventure en aventure, jusqu'à une vie qui me convient parfaitement. Et c'est quoi le truc que tu as fait dans ta vie qui t'a fait le plus marrer ? Cascadeur médiéval. Ok. Parce que pendant 14 ans, j'ai fait les spectacles médiévaux de Provins, et puis un peu du Puy du Fou. Parce que il y avait une relation. Ouais. Et quand je dis me fait marrer, j'en ai chié. Hein. Parce que c'était en plein air, et c'était toute la saison, de avril à novembre, et des fois tu es sous une armure et sous un cheval en plein cagnard, devant 1000 personnes, faut assurer, tu vois. Mais marrer, oui, parce que je me suis pris pour Robin des Bois. Il y avait même des gamins dans la salle qui me montraient du doigt en me disant « Regarde maman, on dirait un Playmobil !» Tu vois. Donc ça m'a bien éclaté pendant 15 ans. Ça c'est un accident d'épaule pendant ce travail-là qui m'a empêché de continuer, mais j'ai passé 14 ans extraordinaires, quoi. Comme dans les films. Ouais, comme dans les films, et puis avec tir à l'arc, les machines de guerre, les boulets, faire péter les canons. Ouais, et tu faisais les trucs à cheval aussi ou... Oui, je participais à tous les combats et j'étais le narrateur avec mon petit micro à chef de toute l'histoire, avec participation du public et tout, ça m'éclatait bien, ouais. Et une opportunité qui s'est présentée à moi, et jamais j'avais fait ça de ma vie. J'ai eu 2 mois de stage avec les cascadeurs associés, et puis j'ai fait l'affaire, quoi. Et c'est quoi le truc qui t'a le plus intéressé ? Le truc qui m'a le plus intéressé et qui m'intéresse toujours, c'est tous les humoristes que je rencontre au sein de la formation qu'on a créée, dont tu viens. Absolument. Le HAS. Le HAS, ouais. Je crois que c'est la chose la plus intéressante de ma vie, ouais. Parce qu'il y a ces aventures humaines permanentes. Ouais, humainement, c'est hyper fort. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, puis t'accompagnes les gens en plus sur une période de vie, il y a une transformation avant, après, ça crée des liens qui sont hyper forts. Bien sûr, et puis du coup on se quitte pas. Tu vois, c'est des gens que tu rencontres, tu fais un parcours de vie, puis on se quitte jamais. Ouais, c'est génial. Bah, la preuve. La preuve. Moi, je suis sortie de la formation il y a quoi, 3 ans, là ? C'était dans la 5e promotion. Camille qui nous filme était dans la 7e. Ouais. Donc voilà, la preuve, on ne sait Bruno qui est derrière, il est toujours intervenant dans la formation depuis 8 ans. Donc Bruno, que vous verrez jamais à la caméra parce qu'il veut pas, mais il est là. C'est une personne de l'ombre. Ouais. Qui est donc aussi mon metteur en scène. Voilà. Bruno Bannon, pour ceux qui ne connaissent pas, B-A-N-O-N, comme le village dans le Vaucluse. Exactement. Voilà. Il a fait un coup, sinon je nique le cadrage. Donc. On le mettra en incruste. Je fais pas alors je te le dis. Et je fais ça, regarde, tac, vous voyez l'image ? Bruno Bannon. Donc toi, la dernière fois que tu as vu Rallumer les lucioles, c'était pour le showcase, je pense. Au Marais. Au Marais. Donc il y a 3 ans. Ouais, je compte venir te voir à Avignon début juillet, là. Ah, cool. Parce que j'ai la chance d'être sur Avignon quelques jours pour notre ami Robin Gomez. Ouais. Et du coup, je suis sur place et j'ai prévu d'aller te voir, oui. Ah, bah génial, je crois que ça a un peu changé. Mais je me doute. De toute façon, j'ai des échos. Il y a des gens que je connais qui sont allés te voir. Donc j'ai des échos, bien sûr. Ouais, c'est vrai que le spectacle a pas mal changé en 3 ans. Heureusement. Ouais. Mais c'était déjà très bien. Eh ben, merci. Oui, c'était déjà très bien. Donc ça ne fait qu'évoluer. Et c'est quoi le truc que tu en gardes de ce que tu as vu Une émotion forte. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de débats au sein de la formation EHS. Nous sommes une école d'humour. Mais l'émotion a tout à fait le droit d'être présente. Mais où se situent les curseurs ? Et ce qui est ressorti de ton spectacle à la fin de la formation, c'est que toi, tu avais trouvé le juste milieu
entre l'humour et l'émotion. Je te donne un exemple, j'adore le cinéma italien des années 80, 70, où on est toujours entre ce mélange de rire et d'émotion, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Ouais. Et c'est exactement l'émotion pendant toute la durée de ton spectacle qui a dégagé le travail que tu as présenté. Et je suis très sensible à ça, moi. Dans le spectacle, on aborde un peu des sujets de santé mentale. Ouais. Toi, c'est un sujet qui te parle pas du tout, dont tu te sens proche, dont tu te sens concerné ou pas forcément. Je me sens concerné par le sujet parce que je connais bien le monde de la maladie et puis que je vis avec une ex-infirmière et puis que les hôpitaux, je les fréquente depuis 15 ans et que j'ai eu l'occasion d'aller faire des spectacles dans des HP. Je n'ai pas de personnes dans mon entourage qui sont touchées par ce problème-là, mais j'ai des amis infirmiers qui travaillent en psychiatrie. Ouais. Et du coup, ton ressenti par rapport à tout ça, par rapport à, par exemple, tu vois, comment en France on gère les personnes qui sont atteintes de troubles. Comment en France on gère? Oh, la question. Je sais pas. Parce que ça fait partie, tu vois, d'un des trucs qui était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler aussi sur ce sujet-là. Parce que je trouve que. Je pense qu'en France, tout ce qui concerne la santé et la santé mentale, il y a tellement de mystères autour de la santé mentale en plus. Mais je pense que la France est dans une situation compliquée par rapport aux malades et aux maladies et au monde hospitalier et comment faire. Je pense que la France est complètement dépassée par les événements. Je pense que la France a perdu les moyens de gérer ça. Donc j'ai rencontré des gens extraordinaires. Moi-même, j'ai travaillé à titre personnel avec un psychiatre comportementaliste qui a été une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai travaillé pendant 8 ans avec lui à titre personnel. Lorsque j'ai été atteint de maladie, j'avais besoin de parler. Et plutôt que d'aller faire de la psychanalyse, je suis plutôt allé voir un psychiatre comportementaliste. Donc on a vachement discuté de plein de choses. J'ai appris énormément de choses. Il y a plein de gens remarquables dans ce milieu-là, mais qui n'ont pas forcément les moyens, les réels moyens de faire ce qu'il faut. Et lorsqu'ils ont des idées de génie, parce qu'il y en a, il y a une espèce de côté bureaucratique, une espèce de côté administratif à la française qui vient casser les idées de génie et qui empêche les développements. Quand j'allais faire des spectacles dans les HP, ça se passait vachement bien. Ça n'a souvent pas été renouvelé parce que ça se passait trop bien. Et c'était pas moi qui décidais d'aller jouer, hein. C'était des associations avec lesquelles j'étais branché qui organisaient. Mais ça se passait trop bien. Mais ça se passait trop bien dans le sens où ça faisait du bien aux malades, ça devenait des rendez-vous un petit peu réguliers. Alors faut pas continuer, quoi. Ouais. Du coup, faut le garder, faut l'organiser, vos machins. On n'a plus le budget. C'est ce qu'on entend en général. Quand on ne veut pas continuer, on entend on n'a plus le budget. On avait créé aussi avec le HS une association qui s'appelait Rire pour s'évader, avec Action Leucémie. Et on intervenait avec des humoristes dans les chambres individuelles de gens sous chimio et problèmes de leucémie. Donc ils étaient seuls, il y avait 10 minutes de sketch à l'intérieur de la chambre pour cette personne seule dans son lit. C'était extraordinaire. Et avec Action Leucémie, les artistes étaient rémunérés au cachet, tout était organisé. L'hôpital a arrêté parce que ça faisait du bien aux malades. L'hôpital Cochin. C'est ce qui nous a été dit. C'est fou d'entendre ça. Oui, c'est fou d'entendre ça. Mais il y a un réel... D'arrêter de faire des choses qui font du bien. Oui, alors qu'on sait très bien que ce soit dans le domaine de la psychiatrie ou dans plein d'autres domaines, dans d'autres maladies, le rire, le bien-être apporte des choses absolument incroyables. Nous, on a constaté, non pas des guérisons, mais on a constaté dans cet espace leucémie à l'hôpital Cochin à quel point les gens pouvaient durer plus longtemps et puis sourire et puis rire et puis accepter des choses et échanger avec nous dans leur chambre. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc je ne peux pas être très positif sur le système français par rapport à ça. Je trouve qu'on est un des pays les plus nazes. En Allemagne, ils font des trucs fabuleux. On est hyper en retard. Et on est hyper en retard. Et puis la santé n'est plus devenue une priorité aujourd'hui, c'est devenu un commerce. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce qui te fait bouger? La curiosité est quelque chose qui me fait bouger. Je suis quelqu'un de très curieux, donc pareil, je vais, dès que je connais pas, j'y vais. Il y a une espèce d'énergie en moi que je suis incapable de définir, que je découvre toujours avec bonheur. Je ne sais pas d'où vient cette énergie, mais elle m'anime en permanence. Je crois que c'est tout simplement la vie avec un grand V, quoi.
Mais je serais incapable de dire d'où elle vient. Et c'est aussi par cette curiosité que tu trouves de la magie un peu dans tout ce que tu fais. Ah bah oui, mais de toute façon, il y a de la magie partout autour de nous. Hein. Les lucioles existent, chère Sandra. Hein. Absolument. Il suffit de la voir, il suffit d'avoir l'esprit ouvert et d'avoir un œil un petit peu différent des autres. Mais la magie, elle est tout autour de nous, bien sûr. Et toi, tu as l'impression Par quel moyen tu as l'impression d'en amener autour de toi de la magie? Bah, par mon énergie, Ouais. par ce phénomène de loi de l'attraction. Je pense que c'est le truc principal. Et puis par une certaine croyance en une connexion à l'univers. C'est pas une croyance en Dieu, c'est pas une religion ou quoi que ce soit, c'est une connexion à l'univers. Je me sens connecté, nous sommes tous des poussières d'étoiles, je me sens connecté à quelque chose que j'essaie de partager. Ouais. Puisque par rapport à ça, nous sommes tous identiques. Tout à fait. Ouais, Donc, de retrouver les choses aussi qui nous rassemblent. Ouais. L'essentiel en tout cas. Ouais. Les gens ont tendance à perdre un petit peu le goût de l'essentiel. Ouais. Ça, c'est un truc que je trouve qu'on retrouve aussi au théâtre, retrouver les trucs qui nous rassemblent. Ben oui, bien sûr. De partager tous une émotion, d'avoir tout ce truc-là. Bien sûr. Tu sais que tu dois le savoir, grâce à ton metteur en scène Bruno, tu dois savoir ça, que dans la Grèce antique, dans les théâtres en plein air, les fameux théâtres antiques, lorsqu'il y avait une pièce de théâtre qui était présentée, il y avait débat avec le public après. Tout à fait, ouais. On échangeait, on parlait de la pièce, on s'installait, on n'était pas emmerdé par la télévision et les réseaux sociaux, si tu veux, on avait le temps de se poser et on avait le temps de discuter. Donc à la base, les origines du théâtre, c'est quand même de proposer une œuvre, un texte, quelque chose qui permet de réfléchir et discuter tous ensemble après. Ouais, c'est là que ça devient intéressant aussi. Évidemment. Ouais. Mais alors, figure-toi qu'il y a très peu de temps, j'ai pas encore pu vraiment participer, je me suis inscrite à un book club en ligne. Ouais. Et pour retrouver un peu ça, alors du coup, tu t'échanges sur le bouquin en... Ah, c'est sur des livres? T'échanges sur des bouquins? sur des bouquins. Ouais. Donc c'est en visio. Ouais. Mais je trouve qu'on retrouve quand même un peu... et donc chacun donne son point de vue sur le livre, pose des questions, machin. machin. C'est vachement bien, ouais. Donc je me dis, on a la technologie, on a les réseaux, mais ça amène aussi des moyens. Alors, ça serait mieux de se rencontrer en vrai. Oui, voilà, après, c'est en visio, quoi. Pas... ça reste en visio. Mais voilà, je trouvais ça marrant. C'est une belle idée. Je trouvais ça marrant de faire un book club en ligne. Oui, c'est une belle idée. Ouais, ça existe. Les gens continuent d'échanger sur des trucs, ce qui est quand même rassurant. Puis les livres, c'est plutôt rassurant, puisque c'est encore pire que le théâtre. Les gens lisent de moins en moins et du coup vont de moins en moins au théâtre, etc. Quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Heureusement, le rire attire toujours. Donc, le rire attirera, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se situe, mais le rire attirera toujours, parce que plus les temps deviennent difficiles, plus on a envie de se détendre. Et comme les temps deviennent difficiles, on a très envie donc il y aura toujours du boulot pour les humoristes. C'est ce que j'arrête pas de dire autour du moi, tout le temps. Ce sera plus difficile pour les pièces, et ça commence à le devenir, pour les pièces d'auteur. Les pièces qui font réfléchir, justement. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est évident. C'est là où il faudra être malin et trouver l'angle qui toujours moyen de trouver l'angle. Voilà, les gens, Chaque année, il y a des surprises. Ah oui, complètement. Des gens qu'on ne soupçonne pas, qui font un truc qui soit drôle ou pas drôle, mais qui sortent de l'ordinaire et qui font un succès. Hein. Cinéma, théâtre, photo, sculpture, livre. Chaque année, il y a un talent qui émerge, un truc qu'on n'attend pas. Donc ça veut dire que c'est possible. Hein. Complètement. Et donc, comme tu l'as dit au début, tu es pas du tout comme tout le monde. J'ai le sentiment de ne pas être du tout comme tout le monde, mais j'ai tout fait pour ne pas être dans les normes aussi. Et ça t'est arrivé à des moments où, peut-être quand tu étais plus jeune, au contraire, d'avoir l'impression de suivre un chemin tout tracé, de ne pas trop te poser de questions, d'avancer un peu tout droit? Ou t'as toujours été... non, en fait, on a voulu me le donner. Tu sais, c'est la fameuse éducation des parents, quoi. Ouais. En fait, à chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation où on m'a dit c'est ça qu'il faut que tu fasses et que je le sentais pas, j'y allais pas et je faisais ce que j'avais envie de faire. Donc non, j'ai jamais suivi non, ni Dieu ni maître. Ça a toujours été comme ça. Après, j'ai forcément fait des erreurs. Il y a des chemins que j'aurais peut-être pas dû prendre. Voilà, c'est comme ça, mais on apprend. C'est quand on fait qu'on apprend. Tout à fait. Évidemment. Est-ce que tu as une petite bizarrerie pour laquelle tu as de la tendresse? Tu te dis, ce truc chez moi, c'est un peu bizarre, mais en vrai, j'aime bien. Ah, elle est bien cette question. Je me suis jamais posé cette question. Des bizarreries, oui, j'en ai plein, mais pour lesquelles j'ai une petite tendresse. Alors, c'est con ce que je vais dire, parce que du coup, cette réflexion arrive à l'instant. Mes oreilles. Ok.
J'ai toujours trouvé que j'avais les oreilles de Dumbo, mais c'est un complexe à la con. Je trouve que j'ai des grandes oreilles, tu vois. Mais en fait, comme avec les cheveux ou ma manière de me coiffer, selon les têtes que je me fais, j'arrive un petit peu à cacher ça et tout, ben, j'ai fini par éprouver une certaine tendresse pour mes oreilles, que j'aime de plus en plus, que je finis par accepter. Super mignon. Parce que j'ai jamais fait partie des gens qui avaient des complexes, mais mes oreilles ont toujours été problématiques. J'ai des photos de moi quand j'avais 5 ans où on voit que les oreilles. Ouais. On a vraiment l'impression que Dumbo va décoller, tu vois. Avec le temps, j'ai fini par avoir une certaine tendresse pour ces oreilles. Trop mignon. C'est peut-être une réponse à la con, mais Ah bah c'est une réponse qui me passe j'ai très été bien. surpris par la question. Et ben ça me fait plaisir d'avoir pu te surprendre avec une Écoute, question. Un petit questionnaire rapide. Ouais, Est-ce que tu es plutôt aube ou crépuscule? je suis plutôt aube. Plutôt aube. Plutôt lumière directe ou indirecte? Direct. Est-ce que tu es plutôt feu d'artifice ou feu de cheminée? Un feu d'artifice. Mais j'aime bien les deux, mais feu Feu d'artifice. quoi. d'artifice, feu d'artifice. T'as déjà vu des lucioles? En vrai? Oui, C'était où? c'était dans le Vaucluse au Mont Ventoux. C'est chouette? C'est là que j'ai passé mon enfance. Ouais. Ah ben c'est magnifique. Est-ce que les gens te trouvent parfois un petit peu allumé? Totalement. Totalement. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu as envie de parler, que tu as envie de partager avec nous, un sujet que tu as envie d'aborder? Bon, il y a Vraiment, plein- c'est toi qui choisis de quoi on parle. Il y a plein de choses que je pourrais aborder. Bah, ce qui te fait envie. Bah, je prends le sujet du moment. Je suis en fin de vie actuellement. On m'a annoncé médicalement, parce que ça fait 15 ans que je lutte contre la maladie, un cancer, et je suis dans une situation où on m'a annoncé ma fin de vie. Mais ma fin de vie, là, dans 3 mois. Ok. C'est peut-être le cas, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui commence à partir en couille. Je le sens bien au fond de moi. J'ai vu les scanners et tout, c'est pas des conneries. Je sais très bien dans quel état je suis et face à une maladie qu'on ne peut plus contrôler. Mais étrangement, je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma peau que face à cette situation-là. Parce que je découvre que je suis en totale lâcher-prise, que je suis dans l'instant présent en permanence, alors que ça fait des années et des années et des années que j'essaie de vous l'enseigner, ce fameux lâcher-prise, en tout cas pas enseigner, mais vous le transmettre, ce fameux instant présent dont on a besoin sur scène, face à un public, tu vois, ce ici et maintenant. Et j'ai passé des années à transmettre ça, sans finalement pouvoir, moi, l'avoir comme acquis, si tu veux. Le touchant du doigt, comme certains, sachant exactement comment le définir, mais le vivre en permanence, c'est une aventure que je vis depuis 3 semaines et qui change absolument tout. Tu dirais que ça t'apporte quoi? Une sérénité, un apaisement, une cool attitude comme c'est pas permis, une lenteur, une façon d'apprécier chaque chose, chaque moment. Ma voix a changé, mon corps est en train de changer, mes attitudes et mes comportements sont en train de changer. Ça peut paraître égoïste ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens profondément. Je ne me suis jamais autant aimé personnellement qu'en ce moment. Parce que peut-être on m'a annoncé que j'allais partir, ou parce qu'aussi je lutte pour essayer d'inverser le scénario. Hein. Tu vois, je ne suis pas dans une situation où je suis en train de baisser les bras. Je suis en train d'essayer d'inverser le scénario. Je trouve toujours des idées de fou et je suis toujours aussi allumé. Et je vais vers des curiosités, vers des thérapies nouvelles, vers des choses que je n'ai pas testées, toujours par souci et envie d'apprendre. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti de ma vie et dont je témoigne partout où je peux témoigner. Parce que je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ou dans quel état on se sent quand on vous dit que c'est fini. Quand on sait, on connaît pas la date, mais on sait que ça va s'arrêter. C'est... après, il faut avoir cette capacité de changer de mode de fonctionnement. Mais je me demande si c'est pas inévitable. Peut-être qu'il faut avoir cette capacité, parce que j'ai eu l'occasion, j'ai des amis qui se sont retrouvés malades et qui, dans les derniers mois, malheureusement, ont été emportés dans la maladie et qui n'ont pas eu ce comportement. J'en ai déduit que c'était mon côté artiste, créatif, atypique, tout le parcours, toute la vie que j'ai eue qui m'amène à ce raisonnement-là. Et cette façon d'être aujourd'hui, certainement. Mais je me demande si c'est pas inévitable voyant arriver le coup près, si tout d'un coup, tout ne se lâche pas et si on ne se retrouve pas dans autre chose. Dans ce parcours de santé, quand tu dis que tu es allé vers des curiosités, donc tu es allé en dehors du parcours médical classique aussi. Oui, bien sûr.
Mais je viens de m'envoyer chier le parcours médical classique. Ouais. Parce qu'on me propose de continuer des traitements, mais en palliatif. C'est-à-dire qu'on me propose de servir de cobaye pour des nouvelles chimios qui viennent des États-Unis, dont on n'a absolument aucun recul. Mais comme on sait que je vais mourir, on va étudier comment ces chimios vont travailler sur moi. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avance dans les traitements. C'est en profitant des malades qui sont en train de partir et en leur donnant des traitements jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'à la fin, ils ne meurent pas de la maladie, ils meurent des traitements. Et moi, j'ai refusé. J'ai tout envoyé chier. On m'a proposé une prothèse encore cette semaine dans l'estomac qui pourrait arranger pas mal de choses, hein, parce que j'ai du mal à me nourrir. Et j'ai refusé. Je refuse systématiquement tout ce qui est hôpital. Parce que mon corps est en train de me parler, parce qu'il y a des thérapies naturelles. Je suis dans la médecine chinoise et j'avale des plantes, la phytothérapie. Je fais de l'éthiothérapie qui arrive des États-Unis et qui est assez fascinante parce que c'est une manière de rentrer en contact avec l'ADN de tes cellules. Je travaille avec un éthothérapeute étonnant. Je fais toujours de l'acupuncture, de la bioénergie et de l'EFT, qui sont des séances qui m'aident énormément. Mais je sens que c'est mon corps qui a envie de se défendre seul aujourd'hui. Il a été attaqué pendant de nombreuses années avec des produits chimiques et aujourd'hui il n'en peut plus. Et c'est mon corps qui n'en peut plus, pas moi. Tu sens que... je sens que le corps n'en peut plus. Donc je suis rentré en contact avec mon corps, on discute, et on est en train d'avancer. Et c'est dans cet esprit-là et dans cet espoir-là que je fais toutes ces découvertes thérapeutiques actuellement. Tu vois qui m'éloigne. Qu'il y a aussi plein d'autres choses il y en a plein. En dehors de... Il y en a plein. Et la plus grande chose que j'ai appris en éthiothérapie, j'y crois profondément, c'est qu'on ne peut guérir que par l'amour et le pardon. Ça, je me suis mis à y croire profondément. Et je fais des séances où on ouvre mes cellules pour recevoir l'amour. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Tu vois Donc, tout ça va en plus dans un sens total par rapport aux formations et à ma manière de concevoir la vie. Complètement. C'est complètement dans ta sensibilité. Complètement. Donc du coup, je suis ouvert à ça. Et du coup, je reçois. Du coup, je donne, je prends. Et du coup, j'ai l'impression que chaque fois qu'il se passe de l'amour, les cellules reprennent un petit peu de leur force. Et qu'on peut peut-être inverser la tendance. Voilà, quant au pardon, ça, c'est une longue histoire. Il y a beaucoup de choses. Il faut apprendre à pardonner. Il faut accepter le pardon, ça c'est tout un travail personnel, mais on a tous dans nos parcours familiaux, existentiels, personnels, on a tous un problème avec le pardon. Et là je suis dans une situation où si j'en ai pas des masses à régler, il m'en reste encore 2. Mais j'en ai réglé pas mal, hein. Mais il me reste encore 2 pardons. Des gros morceaux? Un gros morceau et un qui va être réglé ce soir à vrai dire. Mais un gros morceau, familial. Oui, un gros morceau. Mais si je fais péter le verrou, je peux guérir. J'y crois profondément. C'est fascinant tout ça. Ah mais complètement. Et puis quand on voit, effectivement, il y a des transformations grâce à ça qui sont étonnantes. Bien sûr. Et puis il y a des tas de gens qu'on a condamnés par la médecine et qui sont toujours debout 10 ans après. Ça, on n'en parle pas. Moi, j'ai créé un journal de bord sur YouTube là, depuis 3 semaines. Où je suis suivi de façon hallucinante parce que je ne l'ai pas fait dans ce but-là. C'est une introspection personnelle pour m'auto-parler, c'est mon auto-analyse pour mettre une énergie dans ce que j'essaie de combattre aujourd'hui. Et donc ça libère ma parole. Et je suis suivi de façon hallucinante. Et je tombe effectivement sur des gens, parce que je suis allé me balader sur YouTube, j'ai rien inventé, qui le font ça, mais de façon totalement calculée, comme des gourous, racontant n'importe quoi, poussant les gens à faire n'importe quoi. C'est ça. Et c'est super dangereux. C'est super dangereux. Il y a malheureusement plein de gens qui racontent n'importe quoi. Mais ça décrédibilise tous ceux qui font effectivement du chouette boulot. Évidemment, mais ça, c'est toujours pareil dans tous les domaines. Tu as des cons. Tu peux rien. C'est sûr. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Sandra. C'était hyper chouette et j'étais hyper heureuse d'échanger avec toi. Et moi aussi. Touchée que tu as accepté l'invitation. J'ai accepté parce que je t'aime beaucoup et puis que ça me paraissait normal, on est en famille, quoi. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. À la tienne.